Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une capsule destinée au niveau quatrième et troisième. Je compte me lancer dans un cycle de plusieurs capsules dédiées au système de santé et aux maladies infectieuses. Et on commence aujourd'hui avec le thème des bactéries infectieuses, des antibiotiques et des antibiorésistances. J'ai pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui. Je vous propose de commencer par une première vidéo avec une introduction sur les bactéries, et ensuite, on verra rapidement l'impact des maladies infectieuses à bactéries sur l'espèce humaine avant l'introduction des antibiotiques. Dans une deuxième vidéo, on abordera la découverte des antibiotiques, leur mode d'action sur les bactéries et leurs effets sur la santé globale, leurs utilisations, bonnes et moins bonnes, et enfin l'apparition des antibiorésistances, leurs effets sur la santé et les moyens de lutte contre les résistances aux antibiotiques. Commençons donc par les protagonistes principaux dans cette histoire, à savoir les bactéries. À gauche, vous pouvez voir une bactérie type Escherichia coli, observée au microscope électronique. Bon alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une bactérie? Déjà, une bactérie, c'est un être vivant unicellulaire, c'est-à-dire qu'elle n'est constituée que d'une seule cellule. C'est évidemment un organisme microscopique. La taille d'une bactérie, ça tourne généralement autour du micromètre, c'est-à-dire un millième de millimètre. Donc c'est pas très gros. Les cellules des bactéries sont dépourvues de noyaux. Ce sont des êtres vivants qui sont répandus partout à la surface de la planète. Et on connaît aujourd'hui environ 20 000 espèces différentes de bactéries, ce qui est assez peu comparativement aux autres groupes. Par exemple, chez les vertébrés, on compte environ 40 000 espèces cataloguées à l'heure actuelle, soit 2 fois plus que pour les bactéries. Alors ce nombre, il est à relativiser. En fait, on est loin de connaître toutes les espèces de bactéries existantes aujourd'hui. On en découvre régulièrement des nouvelles, et les scientifiques estiment le nombre réel d'espèces à n'importe quoi entre 5 et 10 millions d'espèces de bactéries, ce qui en ferait un des groupes les plus riches et les plus diversifiés à la surface de la Terre. Comme tous les êtres vivants actuels, les bactéries ont leur place dans l'arbre phylogénétique du vivant et sont reliées aux autres groupes par des liens de parenté. Sur cet arbre, chaque branche représente un des grands groupes connus aujourd'hui dans le monde vivant. Vous notez qu'il est organisé autour de 3 branches principales qui constituent le domaine des bactéries, celui des archées et celui des eucaryotes auxquels nous appartenons. Peu importe les détails finalement, mais il est important de noter que les bactéries occupent à elles toutes seules une des 3 branches principales du vivant. Bon alors évidemment, vous vous demandez peut-être où nous sommes nous là-dedans. Alors pour information, les animaux, tous les animaux, hein, des insectes aux éponges en passant par l'être humain, sont ici dans cette branche violette. Les champignons sont ici, pas très loin des animaux, au niveau de cette branche jaune. Et enfin, les végétaux sont là, dans ces branches vertes à droite. La structure des bactéries est généralement simple. À gauche, vous retrouvez une photo au microscope électronique d'une bactérie Escherichia coli. À droite, nous avons un schéma structurel d'une bactérie du même type. Constituée d'une cellule, une bactérie est évidemment pourvue d'une membrane et d'un cytoplasme. Les bactéries sont dépourvues de noyaux, mais possèdent néanmoins du matériel génétique à base d'ADN qui contient leur information héréditaire. Les bactéries disposent en général d'un ou de plusieurs flagelles qui leur permettent de se déplacer dans leur environnement. Leur membrane est généralement recouverte d'une paroi et parfois même d'une capsule protectrice quand les conditions deviennent difficiles. Dans le cytoplasme, on trouve tout le matériel nécessaire pour permettre à la bactérie d'exprimer son information héréditaire comme n'importe quel être vivant. Et j'ai gardé pour la fin les pili. Alors ce sont des tubes visibles sur la photo à gauche qui permettent aux bactéries de s'échanger des substances entre copines. Et il s'agit d'une caractéristique remarquablement efficace, vous allez voir. Chez l'humain et chez les autres animaux, l'hérédité fonctionne uniquement verticalement. Pour transmettre ses gènes et ses caractères héréditaires à un autre être vivant, l'être humain n'a pas d'autre choix que de se reproduire. Il ou elle doit d'abord trouver un partenaire qui ne possède pas les mêmes caractères héréditaires que lui, qui n'a pas le même patrimoine génétique, pour s'accoupler et procréer. La progéniture n'est pas une copie des parents, mais plutôt le résultat d'une recombinaison des caractères hérités des 2 parents. C'est le principe de la reproduction sexuée, qui existe chez tous les animaux, mais aussi chez les plantes ainsi que dans d'autres groupes. Chez les bactéries, c'est très différent. L'hérédité peut être verticale, mais aussi horizontale. Essayons d'expliquer ça.
D'abord, comme l'homme, une bactérie peut tout simplement se reproduire pour transmettre ses caractères héréditaires à une nouvelle génération de bactéries. Mais pour cela, elle n'a pas besoin de partenaire. Les bactéries sont capables de se reproduire de façon asexuée en divisant tout simplement leur unique cellule, ce qui produit deux nouvelles bactéries. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que la reproduction sexuée. Néanmoins, les nouvelles bactéries produites sont virtuellement des copies exactes de la bactérie originale et le manque de diversité peut devenir un problème dans certaines situations. Mais les bactéries ont également un autre moyen de se transmettre leur caractère héréditaire. Grâce à leurs pili, les petits tubes qui recouvrent leur membrane, elles peuvent s'échanger entre elles des substances, des molécules et aussi des petits morceaux de leur matériel génétique. Ainsi, sans passer par la reproduction, elles peuvent s'échanger entre elles rapidement, simplement, mais néanmoins au hasard, des informations héréditaires, ce qui constitue finalement un avantage considérable par rapport aux autres êtres vivants. Pour mieux comprendre, je vous laisse imaginer la situation suivante. Vous êtes en classe à côté de votre voisin de table, et là, vos corps respectifs se mettent à s'échanger du matériel génétique et des informations héréditaires. Vous récupérez la couleur de peau du voisin, tandis qu'il récupère de son côté votre groupe sanguin. Voilà le type de prouesse dont sont capables les bactéries. Chez les bactéries, le génome d'un individu n'est pas figé dans le temps, comme le nôtre, de notre conception à notre mort, mais il est changeant, instable, plastique, adaptable. La simplicité des bactéries, associée à leur efficacité, les rend terriblement efficaces et capables de s'adapter à tous les types de milieux. Les bactéries sont un groupe ubiquiste, c'est-à-dire présent dans quasiment tous les environnements sur Terre et sur toutes les surfaces. Un objet que vous affectionnez particulièrement et qui est recouvert de micro-organismes comme tout le reste, c'est votre téléphone. Certaines études scientifiques ont déjà démontré qu'il y avait plus de bactéries en moyenne sur la surface d'un téléphone que sur la cuvette des toilettes. On retrouve également les bactéries dans l'air, dans l'eau, dans les sols et même à l'intérieur des autres êtres vivants. Pour les bactéries et pour tous les autres micro-organismes, les organismes animaux ou végétaux sont d'immenses écosystèmes, plus ou moins accueillants. Le corps humain abrite de grandes populations bactériennes sur sa peau, mais aussi dans ses poumons, dans ses organes génitaux, et aussi et surtout dans son tube digestif. De la bouche à l'anus, les bactéries colonisent toute la surface du tube digestif, notamment le côlon, qui est l'organe contenant le plus de bactéries dans tout le corps humain. On estime en général que pour chaque cellule humaine, le corps humain compte au moins une bactérie vivant quelque part dans l'organisme. Nous sommes des tas de cellules, des êtres vivants pluricellulaires, mais la moitié de nos cellules ne sont en fait pas à nous, ce sont des bactéries. Les bactéries sont également les locataires les plus anciens de notre planète. À gauche, vous pouvez voir des stromatolites, des bioconstructions rocheuses qui sont produites par des bactéries et qu'on trouve encore aujourd'hui dans les environnements semi-immergés comme cette plage peu profonde. À droite, vous observez une des plus vieilles roches terrestres, trouvée en Australie. Il s'agit en fait d'un morceau d'un très vieux stromatolite qui s'est formé il y a environ 3,5 milliards d'années et qui contient les plus vieilles traces de vie directes sur Terre, des traces de bactéries donc. Je vous ai trouvé une reconstitution d'un paysage terrestre de cette époque, pas encore d'animaux ou de plantes il y a 3,5 milliards d'années. Les bactéries sont apparues sur une Terre qui est encore très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. En fait, si on fait les comptes, les bactéries ont été longtemps les seuls êtres vivants à la surface de la Terre. On estime aujourd'hui l'âge de la Terre à environ 4,5 milliards d'années, comme vous pouvez le voir sur cette frise chronologique. Sachant que les plus vieux indices plausibles de vie bactérienne datent d'environ 3,8 milliards d'années, et que les premières traces d'êtres vivants pluricellulaires remontent à environ 2 milliards d'années, ça veut dire que pendant presque 2 milliards d'années, c'est énorme, les bactéries ont été les seuls êtres vivants à occuper la surface de la Terre. Alors évidemment, quand on parle de bactéries, on pense immédiatement aux maladies. La plupart des gens ont une image négative des bactéries et les associent aux maladies. Une personne un peu éclairée sur ces questions pourra éventuellement dire qu'il y a les bonnes et les mauvaises bactéries. Je vous ai trouvé ici un schéma qui illustre un peu cette idée. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Prenons Escherichia coli par exemple. Sur ce schéma, elle est présentée comme une bonne bactérie. Mais en réalité, il arrive régulièrement que cette espèce, présente dans votre intestin, fasse la une aux informations pour des cas d'infection et d'intoxication grave. Il y a quelques jours encore, de la nourriture contaminée à Escherichia coli
causait un mort et 75 malades aux États-Unis. La nourriture provenait d'un restaurant dont la marque est bien connue. Vous aurez sans doute noté que la même semaine, Donald Trump a passé 1 heure à servir des frites dans un fast-food de la même chaîne. Sans doute une coïncidence. On referme la parenthèse. Clostridium difficile, elle est présentée comme une mauvaise bactérie. En fait, 4% de la population possède cette espèce dans son organisme et les complications et les symptômes associés n'apparaissent généralement que si les patients consomment des antibiotiques. Beaucoup de gens sont porteurs de la bactérie sans qu'aucune maladie ne se déclare. En fait, aucune bactérie n'est fondamentalement bonne ou mauvaise. Ce sont des êtres vivants, comme nous, qui ont besoin de se nourrir et de se reproduire. Et il s'avère que certaines bactéries, dans certaines conditions, peuvent devenir pathogènes, c'est-à-dire interagir avec nous comme des parasites et produire l'apparition de symptômes et de maladies infectieuses. Aujourd'hui, bien que les bactéries aient généralement une mauvaise réputation, l'impact des infections bactériennes est réduit. On aurait même du mal à nommer une bactérie responsable d'une maladie infectieuse. On connaît des virus pathogènes, tout le monde pense au coronavirus, mais citer le nom d'une maladie grave causée par une bactérie, c'est beaucoup moins facile. Dans le passé, pourtant, l'impact des maladies infectieuses bactériennes a été beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. En voici 3 exemples. La tuberculose d'abord. La bactérie responsable, découverte en 1882, c'est Mycobacterium tuberculosis. Les symptômes sont d'abord respiratoires, la bactérie se transmettant principalement par les voies aériennes. Elle se répand dans les poumons avant de se propager dans le reste du corps via le sang, dans les os, les ganglions, le cerveau, etc. La tuberculose, c'est la première cause de mortalité en Europe au XIXe siècle. À Paris, à cette époque, 1 à 2 décès sur 10 sont causés par la tuberculose. Pour info, l'épidémie de tuberculose est persistante aujourd'hui. Elle a quasiment disparu dans les pays occidentaux, mais elle continue à faire 1 à 2 millions de morts par an dans le monde. Et on n'en parle pas autant que de la Covid, vous aurez remarqué. Deuxième exemple, le choléra. Maladie quasiment disparue dans les pays occidentaux, elle est produite par la bactérie Vibrio cholerae. Elle s'attrape par voie orale, le plus souvent en consommant des aliments ou de l'eau infectée. La bactérie produit des toxines qui provoquent des symptômes diarrhéiques importants. Les malades se vident de leur eau et meurent par déshydratation. De nombreuses épidémies ont touché l'Europe au XIXe siècle, notamment à cause du manque d'hygiène dans les grandes villes en croissance, et sans traitement, le taux de mortalité avoisine les 70%. Et enfin, celle que vous attendiez tous, la peste. La peste est provoquée par Yersinia pestis, qui est généralement transmise par la piqûre de la puce. La bactérie se répand dans tout l'organisme via la lymphe et le sang. Les malades meurent des suites de l'infection généralisée et de la défaillance des organes qui sont touchés. Le développement de la bactérie dans les poumons favorise une transmission directe entre personnes sans passer par la piqûre de la puce. Au XIVe siècle, au Moyen Âge, entre les années 1340 et 1350, une épidémie de peste venue d'Asie ravage l'Europe. En moins de 10 ans, entre un tiers et la moitié de la population européenne est éradiquée. C'est la plus grande catastrophe démographique connue de l'histoire moderne de l'humanité. Jusqu'au début du XXe siècle, la peste fera des réapparitions régulières en Europe et cette maladie n'a pas encore été éradiquée. Ces 3 maladies infectieuses, tuberculose, choléra et peste, illustrent bien l'impact des maladies infectieuses à bactéries avant le milieu du XXe siècle. J'aurais pu également présenter le typhus, la lèpre, la syphilis ou bien le tétanos. Sur ce document, on voit la répartition des causes de mortalité dans la population américaine durant les années 1900 à gauche et 2010 à droite. À elles seules, les maladies infectieuses, en vert clair en haut, sont de très loin la première cause de mortalité au début du XXe siècle, avec les infections bactériennes en tête. Aujourd'hui, les maladies infectieuses à bactéries ne sont plus responsables que de quelques pourcents de la mortalité annuelle, même à l'échelle mondiale. Entre le début et la fin du XXe siècle, dans les pays occidentaux, les femmes et les hommes ont fortement gagné en espérance de vie. Sur ce graphe, on peut voir la contribution de différents facteurs sur cette hausse de la durée de vie chez les Français entre 1925 et 1978. On constate déjà que le gain en espérance de vie s'élève pour les Français, hommes ou femmes,
à environ une vingtaine d'années. Et en France, la moitié de cette augmentation de la durée de vie est due au seul recul des maladies infectieuses. Traduction, le recul des maladies infectieuses, notamment celles dues aux bactéries, a permis aux Français de gagner plus de 10 ans d'espérance de vie en moyenne. Comment en est-on arrivé là? Quels moyens l'espèce humaine a-t-elle trouvé pour échapper aux maladies infectieuses, et notamment aux maladies infectieuses d'origine bactérienne? Je vous propose de faire une petite coupure et de voir ça ensemble dans la prochaine vidéo dont je vous mets le lien juste ici. La prochaine fois, on parlera des antibiotiques, de leur découverte, de leurs effets et de l'apparition des antibiorésistances. Je vous dis donc à très bientôt.